de vous accueillir pour cette série de vidéos. En effet, il nous a paru important de pouvoir changer de focus sur une des maladies phares de la rhumatologie qui est la polyarthrite rhumatoïde. En effet, par cette série de vidéos, vous allez pouvoir voir ce que les professionnels de santé autour du patient peuvent lui apporter. Nous allons donc voir ce que le médecin généraliste, la diététicienne, l'ergothérapeute, le kinésithérapeute peuvent apporter. J'espère que ces vidéos seront utiles et surtout vous permettront de mieux comprendre ce que les différents professionnels de santé peuvent vous apporter. Bonne lecture et à bientôt. Bonjour, un grand merci au professeur Thierry Chaverbeck, chef de service au CHU de Bordeaux et vice-président de la Société française de rhumatologie. Il va nous livrer sa vision et son expertise sur la polyarthrite rhumatoïde, symptômes, diagnostics, prise en charge et vie au quotidien des patientes. Un grand merci aux patientes atteintes de polyarthrite rhumatoïde, membres de la FLAR, et qui nous ont aidés à la préparation de cette vidéo, avec leurs témoignages notamment. Thierry, je te donne la parole. Merci Françoise. Alors merci tout d'abord de ces mots particulièrement élogieux. Je vais essayer de justifier ces éloges et ravi effectivement de participer à cet enregistrement sur la polyarthrite. Et puis tout ce qui est, tu sais bien que j'accorde énormément d'importance à la communication avec les patients, la communication individuelle en tant que médecin et le discours singulier qu'on tient avec nos malades. Et puis également cette démarche plus collective auprès des associations dont je pense qu'elles ont un rôle, elles ont toujours eu un rôle important, mais je pense qu'elles ont un rôle qui est encore plus majeur à l'heure actuelle, où on en reparlera peut-être au fur et à mesure, mais l'utilisation de données personnelles va être tout à fait importante dans la prise en charge à l'avenir de nos malades, et les associations doivent représenter les droits des patients, c'est indiscutable. Aux questions qui s'affichent sur l'écran, en fait, la polyarthrite se manifeste par quels symptômes? Tout a été dit dans le verbatim que l'on a vu se dérouler sur la présentation de cet enregistrement, et les patients ont tout décrit finalement. Et alors je vais dire qu'il y a une présentation qu'on trouve habituellement dans tous les bons bréviaires de rhumatologie, qui apparaît effectivement dans le verbatim, et qui sont les plaintes articulaires par lesquelles se manifeste la maladie. Alors cette maladie, on va la décomposer en deux ordres de signes. Les symptômes classiques et qu'on va qualifier de handicap visible, de symptômes visibles, et puis des symptômes moins visibles qui sont bien moins pris en compte par les médecins malheureusement encore aujourd'hui et qu'on voit parfaitement transparaître dans le verbatim que vous avez utilisé. Les symptômes visibles, c'est assez facile, c'est tout d'un coup, on est dérangé par des douleurs qui prédominent le matin au réveil ou qui réveillent parfois les malades, des douleurs articulaires, des douleurs polyarticulaires qui touchent essentiellement les extrémités. Alors, ce qu'on appelle les extrémités, c'est les petites articulations des mains et éventuellement les poignets, et puis les petites articulations des avant-pieds ou éventuellement de l'arrière-pied. Ça prédomine très souvent à l'extrémité des membres, effectivement. Et d'abord, c'est des douleurs qui peuvent survenir tôt le matin, réveiller le malade parfois, qui s'associe à une sensation d'engoncement, de raideur matinale, c'est-à-dire qu'on a du mal à plier les doigts, il faut bouger sous l'eau chaude, ou on est mieux après une douche un peu longue. Ça, c'est vraiment l'essentiel des symptômes initiaux. Puis, très vite, autre chose qui apparaît, c'est des petits gonflements. Ça a été aussi très bien transcrit par les patients qui nous ont fait leur témoignage, avec, pour des jeunes femmes, par exemple, la difficulté à enfiler ou retirer des bagues qui, souvent, c'est le premier témoignage d'un gonflement d'une articulation qui est l'interphalangienne proximale. Ça, c'est du jargon de médecin. Donc, l'articulation qui est entre les deux premières phalanges. Parfois, c'est plus spectaculaire avec des gonflements qui sont plus importants, mais la plupart du temps, ça se limite à ça. Alors ça, c'est la part visible de la maladie et que le médecin va compléter par une part qui n'est pas visible par le malade, mais qui est effectivement très facilement objectivable, c'est l'apparition
d'une inflammation à la prise de sang, sur la prise de sang si on complète par une prise de sang. Et je vais insister beaucoup plus sur des symptômes cliniques que l'on prend probablement très insuffisamment en compte encore à l'heure actuelle, qui sont les symptômes invisibles. Ces symptômes invisibles, on les a vus transparaître encore une fois dans le verbatim, c'est la fatigue, une fatigue totalement anormale, la perte d'entrain, la perte d'envie d'avoir à faire des choses, et puis cette note dépressive qui ne va pas arriver tout de suite, mais qui va arriver avec un petit décalage, et que très souvent les malades ressentent comme finalement c'est de leur auto-responsabilité, et pas du tout. Maintenant, on sait très très bien que les cytokines, c'est médiateurs de l'inflammation qu'on peut détecter à la prise de sang, qu'on retrouve dans les tissus enflammés par la polyarthrite. Ces cytokines, ces médiateurs, induisent au niveau cérébral des perturbations cognitives et notamment des phénomènes de dépression. Alors bien sûr, ce n'est pas chez tout le monde, mais des gens qui sont forcément plus ou moins sensibles que d'autres à ces phénomènes vont percevoir ces phénomènes de dépression. Voilà, donc c'est vraiment, encore une fois, des signes locaux qui sont des signes articulaires que le rhumatologue voit, et puis des signes plus généraux qui se voient soit la prise de sang comme l'inflammation, soit des signes qui sont parfaitement perçus par les patients que peut-être les médecins ont plus de mal à quantifier, que sont la fatigue, la perte d'entrain et éventuellement des petits symptômes dépressifs. Alors, comment le rhumatologue le médecin va faire le diagnostic de polyarthrite rhumatoïde? En fait, c'est la conjonction de deux choses. C'est bien sûr les symptômes cliniques que l'on a évoqués, c'est-à-dire plusieurs arthrites, une distribution à peu près symétrique, c'est-à-dire que ça touche les deux côtés, c'est plutôt distal, ça touche les mains et les pieds. Et puis, ces symptômes, ils font suspecter une polyarthrite rhumatoïde. Et le diagnostic, il va être confirmé en fait par deux choses, c'est la prise de sang et les radiographies. On va y revenir un petit peu plus tard. Alors la prise de sang, c'est très simple, on confirme qu'il y a de l'inflammation. En fait, c'est pas obligatoire, il peut ne pas y avoir d'inflammation dans la première année. Quand c'est des petites articulations qui sont touchées, ça peut manquer. Et puis le deuxième élément, c'est la présence de phénomènes dits d'auto-immunité. On reviendra après sur ce terme parce que c'est très pompeux et ça traduit quelque chose qui est très mal compris par les malades, bien sûr, mais aussi souvent par les médecins, malheureusement. Et ce sont des anticorps dirigés contre des protéines à soi, mais des protéines qui ont été modifiées par la maladie. Alors, ces anticorps, il y a un anticorps qui est très ancien, qui a été le premier à être identifié, qu'on appelle le facteur rhumatoïde, qui est un anticorps dirigé contre le pied d'autres anticorps. C'est un facteur qu'on trouve finalement dans tout un tas de maladies et qui actuellement est toujours fait par respect pour l'histoire de la rhumatologie, mais qui n'a pas probablement d'intérêt majeur. Et il y a un deuxième anticorps qui est beaucoup plus spécifique de la polyarthrite rhumatoïde, qu'on appelle anticorps antipeptide citruliné ou anticorps antiprotéine citruliné. Citruliné, ça veut dire qu'un des acides aminés de la protéine a été modifié par la maladie, par des modifications. Donc, on évoquera peut-être plus tard, mais qui sont liés à des facteurs qui influent sur le déclenchement de la maladie. Et à partir du moment où, si vous voulez, on exprime des protéines qui sont transformées, qui sont modifiées, le système immunitaire les reconnaît comme des protéines étrangères et fabrique des anticorps dirigés contre ces protéines. Alors, les anticorps antiprotéines citrulinées, on les appelle aussi, du fait des conditions de réalisation de l'examen, anticorps anti-CCP pour citrullinetide protéine et citrullinetide protéine parce que c'est des protéines cyclées pour reconnaître plusieurs choses, c'est vraiment de la technique. Et ces anticorps anti-CCP, ils sont présents à peu près chez 60-70% des malades au début. Ça va un petit peu monter éventuellement au fil du temps, mais très souvent, ils sont présents dès le début. Mais vous avez bien entendu, 70%, ça ne fait pas 100%. Et ça veut dire que beaucoup de patients, en l'occurrence à peu près un tiers des patients, ont une authentique polyarthrite rhumatoïde sans qu'il y ait les marqueurs sanguins caractéristiques de la maladie. Donc, c'est simplement pour rappeler que le terme de polyarthrite rhumatoïde, ce n'est pas attaché à une prise de sang qui vous dit voilà, vous êtes positif pour le Covid, vous êtes négatif pour le Covid, ce n'est pas aussi simple que ça, et que les signes cliniques et la façon dont la maladie évolue
a autant d'importance pour le diagnostic que finalement ces marqueurs sanguins qui peuvent parfaitement être absents tout au long de la maladie. Et puis, le dernier élément, ce n'est pas la prise de sang. La prise de sang, elle a d'autres intérêts qu'il faut mentionner, c'est d'aller rechercher d'autres anticorps, ce qu'on appelle les anticorps antinucléaires, qui peuvent traduire l'association d'autres phénomènes d'auto-immunité. Mais ça, on en reparlera quand on parlera de la génétique de la maladie. On va surtout se réserver sur le dernier élément qui est la radiographie. La radiographie, on l'a fait dès l'étape de la suspicion du diagnostic parce que on sait que la maladie peut avoir une petite évolution sournoise, une petite évolution à bas bruit, avoir des douleurs articulaires, un petit peu de raideur en matinale. Quand on a 50 ans, si vous voulez, on peut considérer que finalement, c'est un signe lié aux années, des petits signes évocateurs plus d'une arthrose que d'une arthrite. Et puis, voilà, on ne les interprète pas comme quelque chose fondamentalement d'anormal. Donc, la maladie peut avoir couvé finalement à bas bruit et laisser déjà des petites séquelles articulaires qu'on voit sur un cliché des mains et des avant-pieds de face. Et quand il y a des toutes petites érosions, pour le rhumatologue, ça va être crucial parce que non seulement on est sûr qu'on est devant un rhumatisme inflammatoire potentiellement déformant, donc potentiellement sévère, et ça signe, si vous voulez, le diagnostic de façon très formelle, et ça impose un suivi plus rigoureux puisque les objectifs du traitement, là aussi on va en reparler plus tard, sont bien sûr de maîtriser les symptômes cliniques le plus possible et de mettre les gens le plus de malades possible en état de rémission, c'est-à-dire vie normale au prix d'un traitement, mais vie normale, vous avez bien entendu. Et puis le deuxième objectif, c'est la prévention des dégâts articulaires, puisque la grande caractéristique de cette polyarthrite rhumatoïde, quand on prend les vieux bréviaires, les vieilles photos qu'on trouvait avant sur le Larousse médical, le dictionnaire Larousse, et qu'on trouve maintenant sur Internet, c'est le musée de la rhumatologie, ça ne doit plus exister, et on a toutes les stratégies qui conviennent actuellement pour prévenir totalement les dégâts articulaires et donc le handicap. Alors, est-ce que la fréquence de la polyarthrite est identique chez tout le monde? Alors, on va différencier de choses. Non, elle n'est pas identique chez tout le monde. Vous savez que l'égalité, c'est dans la Constitution, mais en pratique, ce n'est pas aussi simple que ça. Et on va distinguer deux choses qui sont, à l'échelon mondial, est-ce que les différentes populations du monde ont un risque équivalent vis-à-vis de la polyarthrite rhumatoïde? Non, du tout. C'est une maladie qui est plus prévalente, qui est plus fréquente dans les pays d'Europe du Nord, grossièrement dans le monde anglo-saxon, et qui va être plus rare, un petit peu plus rare en France, encore plus rare dans les pays du sud de l'Europe, et puis beaucoup plus rare, par exemple en Afrique aussi, il y a des cas de polyarthrite rhumatoïde. Et puis il y a des populations particulièrement destinées à faire une polyarthrite rhumatoïde, et c'est notamment des populations indiennes d'Amérique du Nord, indiennes au sens les Indiens d'Amérique, bien sûr, on retrouve notamment dans des populations indiennes du Canada, des fréquences tout à fait extraordinaires de polyarthrite rhumatoïde, qui ont même fait considérer que la maladie, finalement, peut-être vient de là, a émergé peut-être en Amérique du Nord, et puisqu'on ne trouve pas de traces, si vous voulez, de la polyarthrite sur les squelettes précolombiens en Europe, que peut-être, comme nous, on leur a malheureusement, contreusement apporté la rougeole, les découvreurs de l'Amérique, donc Christophe Colomb et ses descendants, ses successeurs, ont ramené peut-être la polyarthrite en Europe. Alors ça, c'est très grossier, c'est à l'échelon de population large. Après, au sein d'une population, là, les risques, effectivement, ne sont pas les mêmes chez tout le monde. Et il y a en particulier, si vous voulez, une fréquence très particulière chez la femme, puisque grossièrement, la polyarthrite rhumatoïde, ça touche 3 à 4 femmes pour un homme. Voilà, on est loin de l'égalité des sexes, vous le voyez. Alors, ça, c'est vrai, et bien sûr, ça fait poser la question du rôle par exemple, des hormones sexuelles et des estrogènes. Et là, il y a des choses un petit peu plus fines qui sont intéressantes à noter. C'est, pour l'instant, on n'a pas parlé d'âge.
Alors, tout le monde n'est pas capable de faire une polyarthrite rhumatoïde. Voilà, c'est plus chez la femme que chez l'homme, mais ce n'est pas non plus à n'importe quel âge. Et grossièrement, la fréquence la plus habituelle, le lot le plus important de patients, il va être entre grossièrement 35 et 55 ans. Ça, c'est le mode de début, l'âge de début le plus fréquent. Mais il y a des patients, et surtout des patientes, qui débutent leur polyarthrite beaucoup plus tôt dans la vie. J'ai une patiente qui a débuté, le diagnostic a été formalisé à l'âge de 18 mois, donc avant 2 ans, sur un retard d'acquisition de la marche avec des gros genoux, et puis finalement tous les attributs d'une polyarthrite. Mais ça, c'est complètement exceptionnel. Mais il y a un âge qui est un premier pic d'apparition de la polyarthrite, qui est chez la petite fille, 11-12 ans, l'apparition des premiers signes pubertaires, ce qui montre bien qu'il y a une influence hormonale. Il y a un deuxième petit pic de fréquence qui va être la période juste après l'accouchement. Et là aussi, si vous voulez, c'est une période où il y a des modifications hormonales importantes, et puis c'est aussi une période où le système immunitaire qui a été mis un peu en sommeil pendant les 9 mois de la grossesse va reprendre ses droits après l'accouchement. Et cette période qu'on appelle le postpartum pour le jargon médical est une période à risque pour le déclenchement de beaucoup de maladies dites auto-immunes, même si vous avez bien compris que je n'aimais pas ce mot, et la polyarthrite fait partie des maladies qui peuvent tout à fait émerger dans ce contexte. Et puis, il y a un troisième moment, c'est juste après, grossièrement, au moment où s'installe la carence hormonale chez la femme, vers 50 ans. Et là, ça peut être contradictoire, parce que je vous ai dit qu'il y a un pic de fréquence quand les hormones apparaissent. Voilà, donc on se dit que les oestrogènes ont un rôle. Et puis là, je suis en train de vous dire qu'au moment de la ménopause, au moment où les hormones disparaissent, il y a de nouveau un pic de fréquence. Alors ça, c'est relativement imparfaitement compris, mais probablement que les perturbations hormonales, les modifications hormonales, effectivement, sont associées à un risque accru. Il faut plus le prendre comme une perturbation hormonale que comme un rôle direct des oestrogènes. Et vous voyez, donc ces trois périodes très particulières qui sont liées, bien sûr, à l'histoire de la femme. Et puis, pendant toute cette période dite d'activité génitale, la maladie est fondamentalement et préférentiellement féminine. Et puis, si on se déplace beaucoup, il y a aussi des gens qui démarrent une polyarthrite à 65-70 ans. Et là, on voit que le ratio homme-femme s'équilibre parfaitement dans cette tranche d'âge, ce qui montre bien, là encore, que voilà, l'importance pour la femme, c'est probablement lié en grande partie à ce statut hormonal et ces modifications hormonales qui caractérisent la vie de la femme. Alors, est-ce qu'on connaît des causes à la polyarthrite rhumatoïde? Ça, c'est compliqué parce que je vais vous répondre d'emblée que si vous me demandiez est-ce qu'il y a un facteur qui est connu pour déclencher la maladie, c'est non, c'est très facile, on élude la question. En fait, il y a quand même des choses que l'on connaît. Et on va prendre trois ordres de facteurs qui, en fait, je pourrais vous faire à peu près la même discussion pour quasiment toutes les maladies chroniques. Et là, aujourd'hui, indiscutablement, on s'intéresse à la polyarthrite rhumatoïde. Alors, est-ce que tout le monde est capable de faire une polyarthrite rhumatoïde? Vous avez bien compris précédemment, non, ça va être plutôt la femme, plutôt si elle est indienne d'Amérique du Nord, mais là, ça vous concerne probablement moins. Alors, si on prend indien d'Amérique du Nord, je vous ai dit, c'est des facteurs génétiques, et donc on va démarrer par ces facteurs génétiques. Tout le monde n'est pas capable de faire une polyarthrite, il faut un socle génétique particulier. Ce socle génétique, on va le différencier en deux grands types de facteurs. Un facteur qui est très lié à la polyarthrite rhumatoïde en elle-même, qui est grossièrement, qui sont des groupes sanguins. Vous savez qu'il y a des groupes sanguins A, B, O, rhésus qui sont portés par les globules rouges, et puis il y a des groupes sanguins qui sont portés par les globules blancs, qu'on appelle les groupes HLA, Human Leukocyte Antigen, qui sont des molécules qui servent en fait au système immunitaire à capturer un antigène et à le présenter aux cellules du système immunitaire qui vont
organiser finalement la défense de l'organisme et la fabrication, par exemple, d'anticorps spécifiques. Ces groupes HLA, il y a une famille de groupes HLA qui est très, très associée au risque d'émergence d'une polyarthrite rhumatoïde. Et on va faire simple en disant que c'est HLA DR1 et DR4, et probablement surtout DR4. Alors, on va tout de suite remettre les choses à leur place. Ces groupes sanguins qui sont associés fortement à la polyarthrite rhumatoïde, on les retrouve, tenez-vous bien, asseyez-vous, chez à peu près 25% de la population générale. Voilà. Alors, s'il y avait 25% des gens qui faisaient une polyarthrite rhumatoïde, déjà, on n'est pas bien à l'heure à nos consultations, mais vous imaginez que, voilà, on s'en serait rendu compte depuis longtemps. Donc, la très grande majorité des gens qui ont ces facteurs de risque, en fait, ne développent jamais la maladie. Et ça, c'est crucial parce que une des questions que se pose toujours une jeune femme qui a des enfants et qui elle-même développe une polyarthrite rhumatoïde, c'est quel est le risque de transmission? Alors ça, on y reviendra, vous allez me laisser un tout petit instant. Donc ces groupes HLA qui sont fortement associés à la polyarthrite, ils sont très fréquents et la très grande majorité des gens qui ont ces groupes HLA ne feront jamais de polyarthrite rhumatoïde. Puis il y a un deuxième groupe de facteurs génétiques qui sont multiples. Il y a à peu près 90 gènes concernés, donc voilà. Évidemment, les énumérer, ça n'a aucun sens, mais qui sont en fait des gènes qui interviennent dans la régulation du système immunitaire et pour lesquels on va retrouver un certain nombre de variants qui sont associés au risque de maladies auto-immunes. Mais auto-immunes au sens large et pas spécifiquement de la polyarthrite rhumatoïde. Et ça, c'est hyper important de comprendre parce que si vous voulez, vous avez donc les deux premiers gènes qui sont associés à la polyarthrite en elle-même, tous les autres gènes qui vont favoriser grossièrement l'émergence d'une maladie auto-immune, mais qui vous explique aussi que quand on a une polyarthrite rhumatoïde, on a beaucoup plus de chances ou de risques que quelqu'un d'autre de faire une autre maladie auto-immune et que ces maladies auto-immunes, elles ont tendance à s'associer. Et par exemple, à peu près 25 à 30% des patientes qui ont une polyarthrite rhumatoïde ont fait ou feront au cours de leur histoire également une thyroïdite inflammatoire, une thyroïdite auto-immune. D'autres vont associer une polyarthrite rhumatoïde et ce qu'on appelle un syndrome SEC, c'est-à-dire une maladie auto-immune qui touche les glandes lacrymales et les glandes salivaires, qui donne une sécheresse buccale et oculaire. Voilà. Donc ça, c'est lié à ce corpus de gènes qui sont en fait de facteurs génétiques plutôt qui sont partagés par l'ensemble des maladies auto-immunes. Puis alors, je ne me suis pas débarrassé de la question du risque de transmission, parce que c'est complètement majeur pour les patients et les patientes présentant une polyarthrite rhumatoïde. Et là, je vais vous introduire deux petites notions. Est-ce que l'un de vos enfants, à partir du moment où on a un parent au premier degré, donc parent au premier degré, c'est le papa, la maman, ou les éléments de la fratrie, ou les éléments de la descendance directe, les enfants. À partir du moment où un parent au premier degré a une polyarthrite rhumatoïde, votre risque personnel de développer une polyarthrite rhumatoïde est multiplié par 2 à 3, plutôt 2, 2,5, par rapport à la population générale. Alors ouais, là, on a oublié une notion tout à l'heure, c'est de dire quelle était la fréquence dans la population générale. La fréquence en France, c'est à peu près 0,5% de la population générale. Donc, si vous avez une polyarthrite rhumatoïde, vos enfants ont un risque multiplié à peu près par 2 de faire une polyarthrite rhumatoïde, c'est-à-dire qu'ils passent de 0,5% à 1%. Voilà, c'est des chiffres cruciaux à retenir. Ça veut dire que vos enfants ont 99% de chances de ne pas faire la même maladie. C'est vraiment quelque chose, encore une fois, d'important à avoir en tête. Et puis, je vais vous prendre un autre exemple qui est quand on s'intéresse à la génétique des maladies, on essaye de faire la part des choses entre ce qui est le risque purement génétique et ce qui est le risque lié à l'environnement. Parce qu'évidemment, quand vous êtes au sein d'une même famille, vous mangez les mêmes choses, vous attrapez le Covid au même moment, enfin, vous partagez tout un tas d'événements de l'existence, bien au-delà du patrimoine génétique. Alors, on s'intéresse pour ça à deux populations, c'est les jumeaux vrais, les jumeaux qui sortent du même œuf, c'est-à-dire qui partagent 100% du génome, et puis les faux jumeaux, voilà, deux ovocytes ont été fécondés au même moment, et il y a éventuellement deux placentas complètement différents, et les enfants naissent de la même mère et de la même grossesse,
mais ne sont pas porteurs exactement du même patrimoine génétique. Et quand on regarde au sein d'une maladie, quelle est la proportion de concordance de maladies chez les vrais jumeaux et les faux jumeaux, ça donne une idée de la part de la responsabilité des facteurs environnementaux qui prédominent chez les faux jumeaux et des facteurs génétiques qui prédominent chez les vrais jumeaux. Alors, on va s'intéresser juste aux vrais jumeaux. Et quand un vrai jumeau a développé une polyarthrite rhumatoïde, le risque de l'autre jumeau, c'est 15%. Une chance sur 6 ou un risque sur 6. Alors d'emblée, il faut dire que, évidemment, là, il n'y a pas que de la génétique. Deux vrais jumeaux, ils sont issus de la même grossesse, ils ont grandi à l'ombre du même placenta, dans le même liquide amniotique, et ils ont été accouchés au même moment, par la même mère. Ils ont été la même mamelle, ils ont partagé évidemment tout ce qui est les premières années, la nourriture, les mêmes maladies infantiles, tout ce que vous voulez, et puis ils vont commencer à se différencier vraiment l'un de l'autre, que finalement en parvenant à l'âge adulte, à 18 ans par exemple, en faisant des études différentes, tout ce que vous voulez, en habitant chacun chez soi. Donc vous imaginez bien qu'il y a non seulement 100% de la génétique commune, mais qu'il y a 100% des facteurs d'environnement pendant de nombreuses années dans le courant de l'enfance. Et que malgré cela, le risque n'est que 15%. Voilà, donc ça remet la génétique à sa place, c'est une condition importante, c'est une condition nécessaire, mais c'est très très loin d'assurer la totalité finalement de ce qu'on appelle la physiopathologie, c'est-à-dire des mécanismes qui concourent à la maladie. Alors, il y a un deuxième ordre de choses qui sont, sur un terrain génétique favorable, quels sont les facteurs d'environnement, c'est-à-dire le sel, le poivre, la moutarde, les trucs qui vont faire que la mayonnaise finit par. Et là, on connaît très peu de choses parce que, si vous voulez, ce qu'on sait, c'est que la maladie, en fait, le conflit immunologique, ces fameux anticorps anti-CCP dont on parlait tout à l'heure, qui ont un rôle certainement important, au moins pour 70% des malades pour lesquels on retrouve ce marqueur, eh bien, ils apparaissent des années avant les premiers signes cliniques. Et donc, si vous voulez, les facteurs d'environnement qui favorisent l'avènement, la survenue de ce conflit immunologique caractéristique de la maladie, c'est probablement des choses qui interviennent bien avant qu'on fasse le diagnostic, et c'est très difficile de refaire l'histoire à l'envers, si vous voulez, de remonter aux facteurs qui ont pu favoriser tout ça. Néanmoins, on connaît un certain nombre de choses qui sont très associées, et on va insister sur le rôle, par exemple, du tabac, alors qui reste controversé, on en redira probablement un petit mot un peu plus tard, mais le tabac favorise des phénomènes de citrulination, donc de modification des protéines au niveau de l'arbre respiratoire, donc favorise le conflit immunologique qui fait le lit de la maladie, et son rôle, déterminant ou pas, est probablement un petit peu différent en fonction des populations. Il a l'air tout à fait important, par exemple, dans le nord de l'Europe, ça a été montré en Norvège, en Suède. C'est moins simple en France, où il semble que ce soit un facteur qui est associé au risque plutôt de sévérité, le risque, par exemple, de faire des érosions articulaires, d'abîmer ses articulations au cours de la polyarthrite, mais pas tant que ça dans le déclenchement. Donc, les choses ne sont pas si claires. Un deuxième phénomène, c'est l'association à des infections d'un truc qu'on appelle le parodonte. Le parodonte, c'est les tissus qui fixent la dent sur la mâchoire. Donc, ça comprend grossièrement la gencive et les ligaments qui fixent la racine de la dent sur la mâchoire. Et ces infections du parodonte, vous savez, qui forment des poches qu'on voit, qui font remonter le collet de la gencive sur la dent, ces infections du parodonte, elles sont liées à certaines bactéries qui, là aussi, sont équipées d'une enzyme qui transforme l'arginine en citrulline et qui donc vont contribuer à faire apparaître des protéines transformées au niveau des gencives et favoriser un conflit immunologique. Mais vous voyez, je parle de conflit immunologique, je ne parle pas de polyarthrite rhumatoïde. Et vous, ce qui vous intéresse, évidemment, c'est ce qui a déclenché la polyarthrite. Donc, on est pour l'instant à deux facteurs, le facteur génétique et puis des facteurs d'environnement qui mettent de l'huile sur le feu et qui font apparaître un conflit immunologique. Ce conflit immunologique, il peut exister
et ne jamais conduire à la maladie. Ça, on le sait parce qu'on a recherché le groupe HLA, les anticorps anti-CCP chez des gens qui sont des donneurs de sang. Et la fréquence de portage du conflit immunologique, donc des anticorps anti-CCP, c'est très supérieur à la fréquence de la polyarthrite rhumatoïde, au moins 3 fois. 1,5 à 2% des donneurs de sang ont des anticorps spécifiques de la polyarthrite rhumatoïde. Certains, un jour, développeront une polyarthrite rhumatoïde, mais évidemment, si c'est 1,5 à 2%, et que je vous ai dit que 0,5% c'était le taux attendu de polyarthrite rhumatoïde dans la population, ça veut dire que 3 fois sur 4, ces gens ne vont jamais développer la maladie. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on bascule dans la maladie? Et ça, c'est le troisième facteur dont je vais vous parler. Et c'est là où interviennent très certainement les facteurs hormonaux dont on a évoqué tout à l'heure, donc les modifications hormonales, soit l'apparition des oestrogènes au moment de la puberté, soit au contraire l'apparition de la carence hormonale au moment de l'installation de la ménopause, soit une perturbation à la fois hormonale et une perturbation, une modification du système immunitaire, le système immunitaire qui reprend ses droits après la grossesse, et ça c'est la période du postpartum. Et puis il y a un troisième élément qui, dans mon expérience clinique, est probablement un élément totalement majeur, parce que quand on questionne nos patientes, on retrouve ces éléments extraordinairement fréquemment, c'est un stress. Et un stress, souvent un stress important. C'est un deuil, c'est quelque chose qui est survenu brutalement, c'est parfois des difficultés dans la vie relationnelle, des difficultés avec un enfant, la perte d'un enfant, des choses qui vont faire que nos malades, tout d'un coup, décrivent des périodes un petit peu comme on trouve dans les syndromes de stress post-traumatique, de détresse post-traumatique, c'est-à-dire des troubles du sommeil, des espèces de flashbacks, de réminiscences permanentes de phénomènes douloureux et d'enfermement sur soi-même ou chez des personnalités qui ont un petit peu de mal à partager leurs émotions ou à s'épancher sur leurs émotions. Et ça, ce stress, c'est vraiment quelque chose, quand on questionne nos patients, qu'on retrouve dans 30 à 50% des cas dans les semaines ou mois qui précèdent l'éclosion de la polyarthrite. Et puis, il y a des études qui le montrent très bien. Par exemple, en de stress post-traumatique, chez les militaires qui ont été soumis, par exemple, ça a été très bien étudié chez les militaires américains qu'on a envoyés en Irak, en Afghanistan, qui ont été soumis à des pressions parfois, on imagine, volontiers difficiles, où il y a à peu près 30% de ces militaires qui développent un syndrome de stress post-traumatique. Et parmi ces populations, on voit le risque de polyarthrite qui est multiplié par 2,5 ou 3. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas vrai chez tout le monde. Et que là, vous avez une dichotomie, encore une fois, très profonde entre l'homme et la femme. La façon de gérer le stress et je ne sais pas s'il faut appeler ça la mauvaise façon, la façon qui va favoriser l'émergence d'une maladie auto-immune, pas que la polyarthrite rhumatoïde, c'est vrai aussi pour le lupus, pour la maladie de Crohn, mais on le retrouve très massivement chez la femme et très peu chez l'homme. Donc, il y a probablement une propension, si vous voulez, encore une fois, à gérer les événements de la vie qui est différente en fonction des sexes, même si c'est très, très mal placé à l'heure actuelle d'évoquer ce type de différence. Donc, vous voyez 3 facteurs, génétique, l'environnement, et puis les événements de vie, perturbations hormonales, le postpartum et les éléments tristes de la vie. Alors, la fatigue. Effectivement, plainte extraordinairement fréquente des patients et des patientes et très mal prise en compte par les médecins. Et c'est tellement mal pris en compte que la plupart du temps, même quand on regarde les cours sur la polyarthrite rhumatoïde, on ne voit pas beaucoup parler de fatigue. Or, c'est une plainte qui est pas constante, mais c'est au moins 8 personnes sur 10 avec une polyarthrite rhumatoïde qui se plaignent de troubles du sommeil, d'une fatigue, d'un manque d'allant, d'un manque de train, vraiment d'une difficulté à se projeter dans des efforts que nécessite la vie. Alors pourquoi les médecins n'aiment pas bien ce symptôme et n'en parlent pas? C'est parce que nos médicaments à l'heure actuelle marchent très très mal là-dessus. Alors pourquoi les polyarthrites sont fatigués? D'abord, la première des choses qu'il faut dire, c'est que ce n'est pas lié à
c'est pas uniquement le fait de la polyarthrite rhumatoïde, pratiquement toutes les maladies inflammatoires sont responsables de perturbations du sommeil et d'une sensation de fatigue et d'une perte musculaire, de perte de la masse qu'on appelle maigre. C'est très classique et ça accompagne, encore une fois, toutes les maladies inflammatoires. Et c'est très certainement lié à ces facteurs qu'on évoquait tout à l'heure, les cytokines de l'inflammation vont être responsables de perturbations, même cognitives, si vous voulez, des difficultés à organiser sa pensée. On le sait très bien parce que il y a notamment une cytokine qui a été très étudiée pour ça, c'est une cytokine qu'on appelle l'interféron. Alors l'interféron, c'est très à la mode en ce moment parce que c'est vraiment la cytokine, c'est la première des réponses devant une infection virale. Alors on va oublier le Covid qui nous empoisonne et on va parler tout simplement de la grippe. Quand vous faites une grippe, vous êtes infecté par le virus de la grippe et vous allez, en réponse à cette infection virale, faire une réponse immunitaire caractéristique de la réponse à une infection virale et donc vous allez fabriquer beaucoup d'une substance qu'on appelle l'interféron. Cet interféron, comme il est utilisé par la nature pour répondre aux infections virales, vous imaginez bien que les médecins ont essayé de s'en emparer, ont fabriqué l'interféron et l'ont utilisé pour traiter des infections virales, et notamment pendant des années, maintenant il y a des médicaments spécifiques, mais pendant des années, on a utilisé l'interféron à des doses colossales pour traiter l'hépatite C, par exemple. Et alors là, c'est extraordinaire parce qu'on avait les perfusions, c'était millions de doses, c'était d'unités, pardon, c'était des doses tout à fait colossales. On les faisait sur 4 jours. Et dès que ces perfusions étaient mises en route, on voyait apparaître une fatigue, des troubles du sommeil, des espèces de pataqueries, de douleurs un peu partout, de douleurs articulaires et musculaires. En fait, si vous voulez, c'est très simple, un peu mal à la tête, des courbatures, de la fièvre, de la fatigue, ça s'appelle un syndrome grippal. Et le syndrome grippal, en fait, ce n'est pas la grippe. Enfin, bien sûr, c'est la grippe qui est responsable, c'est le virus de la grippe qui est responsable, mais ce n'est pas la traduction de l'infection par le virus, c'est la traduction de la réponse inflammatoire à ce virus, et notamment de l'interféron. Et alors, il y avait encore une autre observation qui était tout à fait passionnante, parce que c'est quasiment une situation expérimentale. Donc, on injectait l'interféron, on voyait apparaître les symptômes de type fatigue, arthromyalgie, le coup de barre, le coup de pompe, voilà, les maux de tête. Ça, c'était pendant 4 semaines. Et puis, à partir de la 4e semaine, on voyait monter la fréquence de la dépression. Et donc, avec une dépression complètement induite par de l'interféron. Alors, si je vous dis maintenant que la polyarthrite rhumatoïde, quand elle est active, elle va se traduire par une montée de différentes cytokines, dont l'interféron, eh bien, vous comprenez parfaitement qu'au début, vous aviez mal au doigt, la raideur articulaire, des difficultés à enfiler ou à en retirer vos bagues, et puis apparaissent les troubles du sommeil, la fatigue, et si ça se chronicise, si ça persiste, tout ça, si l'état inflammatoire persiste, vous installez éventuellement des petits symptômes de dépression. Donc, vous avez tout ce mélange, en fait, ce corpus de signes que j'ai appelé tout à l'heure le handicap visible, ce que voit le médecin et sur lequel il va intervenir, et puis le handicap invisible dont les malades se plaignent et que souvent les médecins ont tendance à négliger aussi parce que leurs traitements sont bien moins efficaces sur ce type de symptômes. Nous poursuivons maintenant après la présentation du professeur Thierry Schaberbeck. Et comme je vous l'ai annoncé, c'est maintenant le docteur Didier Poivret, rhumatologue en Grand Est, à Metz et Mercy, qui va intervenir sur l'éducation thérapeutique. Et cela sera suivi ensuite par l'intervention de Jean-Michel Morozowski, président du CVAO et pharmacien. Didier, si tu le veux bien, c'est à toi. Et donc, je vais te poser, comme il est prévu, une première question sur l'éducation thérapeutique. Elle est très simple, cette question, mais difficile à la fois. Qu'est-ce que l'éducation thérapeutique peut apporter à une patiente atteinte de polyarthrite rhumatoïde? Alors, nous essayons de faire en sorte que le patient
où la patiente atteinte d'une polyarthrite rhumatoïde, c'est-à-dire d'une maladie chronique et qui va nécessiter des changements dans sa vie et des obligations qui ne sont pas toujours faciles à mettre en place. Le but, c'est que le patient puisse s'adapter au mieux à cette maladie, bénéficier au mieux de tous les traitements, les connaître, en connaître les effets secondaires qui nécessitent une action immédiate, comme les infections, par exemple, la température et autres, et puis qui ne soit pas complètement pris par sa maladie. Certes, l'annonce du diagnostic est un moment douloureux, difficile, même si nos traitements sont devenus beaucoup plus efficaces qu'avant. Nous avons un arsenal thérapeutique qui s'est encore agrandi ces quelques dernières années, qui est tout de même extrêmement efficace. Il n'en reste pas moins que la polyarthrite retentit dans la vie de tous les jours. Eh bien, le but de l'éducation thérapeutique, c'est de faire en sorte que la maladie ne prenne pas toute la place. C'est que la maladie ne devienne pas la profession du malade. On ne devient pas malade pour toute sa vie. La maladie a sa place. Il faut aussi l'expliquer à l'entourage. Ce n'est pas si simple, avec des mots qui soient compréhensibles par soi-même et par les autres. Le but de l'éducation thérapeutique, c'est ça, c'est de faire vivre la maladie au mieux par le patient et de lui permettre de bénéficier au mieux des progrès qui sont quand même considérables par rapport à ceux du XXe siècle, par exemple, qui n'est pas si loin, qui puissent en bénéficier dans un maximum de sécurité et un maximum d'efficacité. Pour ce faire, nous essayons de connaître le patient, de connaître ses difficultés, ses inquiétudes. Nous avons appris à parler patient, c'est-à-dire que nous avons un langage et des objectifs relativement techniques. Les patients qui sont en face de nous, peu leur importe quels sont les résultats biologiques. Ce qui importe, c'est de savoir qu'est-ce qu'ils vont devenir, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire. Et c'est à ce genre de réponse que nous tentons de répondre, ainsi qu'aux inquiétudes. Nous avons tous des représentations, des idées plus ou moins toutes faites. Certaines sont complètement irréelles, d'autres sont plus proches de la réalité. Eh bien, le but est de faire en sorte que l'attitude du patient soit adaptée à sa condition. Un des moyens est de permettre une rencontre avec les professionnels, tous les professionnels. Donc, quand je dis tous les professionnels, c'est non seulement les médecins, mais aussi les pharmaciens, les kinésithérapeutes, les infirmières, les ergothérapeutes, tous ceux qui peuvent apporter quelque chose et qui vont avoir chacun une attitude, une relation différente avec le patient, différente qui veut dire complémentaire et non pas l'un en face de l'autre et ainsi de suite. Non, nous sommes tous ensemble avec le patient contre la maladie. C'est un combat que nous menons tous ensemble. Et lorsque les patients se rencontrent, finalement, vous savez, dans la vie, on se comprend mieux quand on a vécu les mêmes problèmes. Et c'est une fois qu'on les a vécus qu'on s'aperçoit qu'effectivement, ce n'est pas toujours aussi simple qu'on l'avait cru. Eh bien, de rencontrer des patients qui ont vécu et surmonté souvent ces difficultés, c'est un apport considérable de la polyarthrite rhumatoïde, de l'éducation thérapeutique dans la polyarthrite rhumatoïde, c'est de rencontrer d'autres personnes. Lorsque nous avons des séances d'éducation thérapeutique, nous avons toujours un climat très positif qui fait que chacun apporte sa contribution et c'est quelque chose qui est encourageant pour tout le monde, pour les soignants certes, mais aussi et surtout pour les patients. Nous ne sommes pas seuls, le patient n'est pas seul, la douleur, ça ne se mesure pas vis-à-vis de les autres, ça ne se contrôle pas si facilement. Donc, de rencontrer des gens qui ont pu faire face à ces difficultés et les surmonter, c'est quelque chose d'extrêmement important. Le langage est important, il est commun, ce sont des choses que les gens ont vécues les uns avec les autres et c'est un apport important dans la polyarthrite. Il faut non seulement être bien traité, on pense qu'actuellement dans notre pays, nous avons les moyens de bien traiter les patients, mais aussi pouvoir utiliser ces médicaments et vivre avec cette maladie sans en être complètement éteint
sans être complètement absorbé par cette affection. Mais tout à fait, je comprends. C'est en effet très large finalement ce domaine. C'est très large Oui. pour pouvoir mieux vivre avec la polyarthrite rhumatoïde. Alors justement, sous quelle forme, docteur Poivret, comment est-ce que l'éducation thérapeutique, quelles méthodes sont possibles pour pouvoir faire en sorte que les patientes et les patients, les patientes, les femmes notamment, bénéficient de l'éducation thérapeutique. Ça n'est pas toujours si facile que ça. Non, ça n'est pas si facile que ça. D'autant plus que nous avons maintenant à faire face à la pandémie du Covid qui fait que les relations personnelles en présentiel, comme on dit, sont devenues plus compliquées en fonction des périodes. Il y a eu une période récente où les choses étaient peut-être un peu plus simples. Nous repartons maintenant dans une nouvelle vague et les choses deviennent plus difficiles. Nous utilisons de plus en plus les outils informatiques, Internet, pour pouvoir communiquer les uns avec les autres, même si nous aimons tout de même beaucoup le présentiel parce que Il y a des d'être rencontres. les rencontres les uns à côté des autres, c'est aussi une communication plus facile et plus complète et plus enrichissante aussi. Donc, nous pouvons accueillir plusieurs patients entre dans une même salle en respectant les gestes barrières, bien sûr. Nous pouvons aussi prendre les patients, enfin, rencontrer les patients, écouter les patients en individuel. Par exemple, une infirmière, un pharmacien, un médecin, un kinésithérapeute, le patient a des questions très spécifiques à lui poser et être en présentiel avec lui. Et puis, être tout seul, c'est aussi pouvoir poser des questions qu'on n'ose pas toujours poser lorsqu'il y a d'autres personnes. Donc, c'est aussi une forme d'éducation thérapeutique. Les pharmaciens sont très actifs dans ce genre de choses. Et puis, nous avons aussi toutes ces petites vidéos, tous ces webinaires, tout ce que nous essayons de mettre en place et qui permettent de répondre à un certain nombre de questions et avoir des échanges. Nous cherchons à répondre aux interrogations des patients qui ne sont pas forcément les nôtres et qui ne sont même pas les nôtres. Et nous essayons aussi de faire en sorte que nous puissions rompre cette solitude qui est difficile à vivre parce que, encore une fois, la douleur, ça n'est pas quelque chose qui se mesure et c'est quelque chose qui ne se transmet pas non plus, qui ne se voit pas. Donc, c'est difficile à vivre et pourtant, ça existe et ça empiète sur la vie. Donc, le but est que le patient puisse s'en sortir et vivre une vie fort intéressante. Oui, surtout que vivre avec la polyarthrite rhumatoïde aussi, c'est bon, la femme va vivre aussi avec ses traitements. Et là, c'est vrai Oui. que c'est difficile. Je pense que l'éducation thérapeutique a un rôle très important pour qu'elle puisse, le traitement puisse être suivi, être compris. Je pense que c'est Suivi, des compris, par rencontres. exemple. Oui. Tout à fait. Par exemple, pour une femme, d'envisager une grossesse, par exemple, c'est quelque chose qui est tout à fait possible, mais qui doit se programmer, se projeter en fonction de l'évolution, en fonction des médicaments que nous utilisons, mais c'est quelque chose qui est gérable, qui est faisable, à condition d'en parler avant. Un certain nombre de médicaments sont formellement contre-indiqués dans la mise en place d'une grossesse, mais ça reste possible. Encore faut-il pouvoir d'abord savoir que c'est possible et savoir en parler, en discuter avec les différents professionnels qui seront impliqués dans cette affaire-là. Donc, répondre à des difficultés du quotidien, euh, les ergothérapeutes, par exemple, c'est-à-dire ces spécialistes du geste, vont apprendre les gestes qui ne sont pas douloureux et qui vont épargner les articulations en faisant la cuisine, en faisant des activités quotidiennes qui vont permettre de ménager les articulations dans la multitude de gestes que nous faisons sans y penser et qui deviennent douloureux pour certains patients. Tout à fait. Donc, ça veut dire que la patiente va partir avec quand même des informations, presque une formation, je dirais, notamment aux gestes, à la maladie. Et il y a un domaine aussi qui est très important, et j'en arrive à une question de patient très importante. Comment est-ce que l'éducation thérapeutique
peut répondre aux attentes sur l'alimentation? Il y a de nombreuses questions là-dessus. Et donc, ça semble être un vrai sujet. Et je pense que ça en est un, effectivement, quand on est atteinte de polyarthrite rhumatoïde. Comment l'éducation thérapeutique quelle est votre vision sur l'alimentation et quel message il est important de délivrer à la femme atteinte de polyarthrite rhumatoïde? L'alimentation, nous conseillons l'alimentation de type méditerranéenne, c'est-à-dire essentiellement des fibres, des fruits, des légumes, mais surtout des fibres. Et puis, nous conseillons d'éviter des produits de type grosse consommation de café, grosse consommation de vin également. C'est une alimentation qui se rapproche de celle qu'on connaît, des 5 fruits et légumes par jour, et plutôt 3 légumes et 2 fruits. Pas trop de viande, mais un peu de viande, parce que la viande est essentielle pour avoir du fer. Or, l'inflammation consomme le fer pour avoir des protéines, et les protéines sont essentielles pour garder des muscles. Au niveau des articulations, si on perd des muscles, on sait maintenant qu'il y a une coordination entre les muscles et les articulations. Si on perd du muscle, l'articulation va avoir plus de mal à fonctionner. Donc, dans le domaine de l'alimentation, il faut éviter certainement les régimes sans, c'est-à-dire nous pensons, enfin, toutes les études ont montré que les régimes sans gluten, par exemple, n'ont aucun intérêt. Les régimes sans lait sont par contre dangereux parce qu'il n'y a plus de calcium. Le calcium qui est bien absorbé, c'est celui qui se trouve dans les produits laitiers et c'est celui qui va éviter l'apparition d'une ostéoporose, c'est-à-dire d'une décalcification. Si on enlève tous les produits laitiers, on n'a plus d'absorption de calcium. Alors, on entend dire qu'il faut prendre un certain nombre de substituts, mais ces substituts sont ou très chers, ou difficiles à absorber tous les jours, ou alors il faut en manger des quantités industrielles pour avoir l'équivalent d'un simple yaourt. Un yaourt nature, par exemple, ça apporte du calcium. C'est aussi efficace contre le diabète, ça empêche l'apparition du diabète, etc. Enfin, il y a beaucoup d'effets positifs des produits laitiers, dont en particulier celui du calcium, essentiel pour l'os, c'est-à-dire aussi pour les articulations. Le calcium est indispensable pour le fonctionnement de nos os, de nos muscles, de notre cœur et de notre cerveau. Ça fait quand même beaucoup de choses. Oui, en clair, il faut manger équilibré. Il faut manger équilibré, un peu de tout, mais pas trop ne pas exclure des produits qui sont indispensables. Il ne faut pas d'interdit, en fait. Il faut pas d'interdit, et puis dans des quantités raisonnables. Éventuellement, l'aide d'une diététicienne en éducation thérapeutique, une diététicienne fait partie de notre équipe et explique le régime avec 3 légumes et 2 fruits, et puis un régime équilibré. Et puis ensuite, nous insistons sur l'apport des produits laitiers. Et puis nous sommes le pays du fromage et nous avons de très bons produits de ce côté-là. Très bien, c'est important, ça en effet, l'alimentation. Et à côté de l'alimentation, justement, une question là aussi essentielle, et qui est que la femme atteinte de polyarthrite rhumatoïde se plaint, elle est fatiguée, elle a perdu du muscle, ça tu viens de le dire Didier, elle a des difficultés à certains gestes, certaines activités physiques, même la marche la fatigue d'ailleurs. Elle n'a plus l'habitude de se mobiliser aussi activement que la vie d'avant, comme ça a été dit par la patiente. Et donc, comment arriver à récupérer de la souplesse, récupérer des muscles, comment se remettre à une activité physique, que ce soit la marche ou autre, quelle serait la bonne façon pour pouvoir réaliser cette reprise progressive et cette récupération progressive? L'activité physique, pour nous, est extrêmement importante parce qu'elle va permettre, entre autres, de lutter contre la fatigue, qui est un élément très gênant dans cette affection. Et nos médicaments, même les plus efficaces sur le plan articulaire, ne sont pas toujours efficaces
sur la fatigue qui a une multitude de causes, en particulier le fait que notre organisme va dépenser son énergie pour faire des inflammations, développer des inflammations dans les articulations. Donc l'activité physique, il faut un petit peu y aller, se forcer, avec l'aide d'un kinésithérapeute, c'est-à-dire d'un spécialiste des articulations et de leurs mouvements, ou bien une activité physique adaptée. Les APA sont capables de faire un bilan des possibilités du patient et de proposer une activité physique, encore une fois, adaptée aux difficultés de chacun. On ne va pas demander la même chose à quelqu'un de 55 ou 60 ans qui a mal dans les genoux par rapport à quelqu'un qui n'aura que des douleurs dans les poignets, qui aura 20 ans de moins. Mais en tout cas, l'activité physique, ça permet de conserver une fonction articulaire, de la conserver, récupérer. oui, ou de la récupérer, de conserver les muscles. Et les muscles et l'articulation jouent ensemble, il faut avoir les deux qui marchent bien. Et puis, ça lutte contre la fatigue parce que ça fait sécréter des endorphines et ça donne le moral. Et ça nous permet aussi d'être moins fatigué. Ce sentiment extrêmement désagréable, un peu comme quand on a une grippe et qu'on est fatigué pendant quelques jours, sauf que là, on se réveille le matin et on n'est pas toujours bien en forme malgré une nuit ou à cause d'une nuit qui n'est pas toujours facile. Donc, les associations de patients qui ont aussi un rôle à jouer dans la gestion de cette maladie décrivent souvent une multitude de petits gestes qui vont faire en sorte que la fatigue va être moins importante ou en tout cas plus facilement gérée. Et l'activité physique en fait partie, encore une fois, adaptée aux envies et aux fonctions de chacun. Certains aiment bien faire du vélo, d'autres aiment bien marcher, d'autres aiment bien aller à la piscine, et ainsi de suite. L'essentiel étant de bouger et de faire une activité. J'ajoute que c'est également bon pour le système cardiovasculaire, ce qui est toujours un point positif. Ça n'a que des facteurs positifs d'avoir une activité physique, mais encore une fois, adaptée. Marcher 20 minutes par jour, tous les jours par exemple, c'est déjà une activité physique qui permet de diminuer les risques inhérents à la sédentarité. Oui, oui, c'est vrai que dans la polyarthrite rhumatoïde, il y a parfois au début de la maladie, c'est ce que disent les femmes atteintes, il y a parfois un abandon, une sédentarité qui s'installe à cause en effet des douleurs, du manque de sommeil, de la vie professionnelle, de la vie personnelle, familiale, les charges familiales. Et c'est vrai qu'un programme progressif, j'ai entendu le mot progressif, va évidemment être très important et sans chercher de compétition, évidemment. Ah, tout à fait. On est soi-même son propre témoin, c'est-à-dire qu'on essaye de faire le programme qu'on s'est fixé, puis finalement, on s'apercevra assez rapidement qu'on peut en faire un petit peu plus. Et c'est aussi une satisfaction personnelle de voir qu'on arrive à en faire un petit peu plus. Déjà, après 3 semaines d'une activité physique adaptée, c'est-à-dire faisable et agréable, on s'aperçoit que les muscles ont pris du tonus, se sont raffermis, et tout ça, c'est bon pour l'ensemble de l'organisme. Ah Nous oui, sommes tout à faits fait. pour marcher et non pas pour rester devant un ordinateur toute la journée. Très, très bien. Donc, on voit bien que d'un côté, l'alimentation et l'activité physique sont quand même des compagnons importants quand on est atteinte comme ça de Et polyarthrite rhumatoïde. J'ai c'est encore important une pour la question. qualité de vie aussi. Oui. J'ai encore une question sur l'éducation thérapeutique dans la PR. Comment l'éducation thérapeutique peut aider à bien prendre son traitement, bien le suivre, bien manipuler ce traitement, qui est quand même un traitement lourd et qui est un traitement, on va dire, chronique, hein, et comment l'éducation thérapeutique peut-elle apporter une aide ou des aides au fur et à mesure de ce parcours de soins polyarthrite rhumatoïde chez la femme? Alors, un certain nombre de traitements se font par auto-injection avec des stylos qui sont en général très bien faits et faciles à utiliser, mais ça, c'est le point de vue des soignants. Le point de vue du patient a l'idée qu'il va s'injecter avec un stylo qu'il ne maîtrise pas finalement. Certains patients
préfèrent avoir une injection avec une seringue et se faire l'injection avec la seringue plutôt qu'avec un stylo. Donc, il nous faut discuter avec le patient pour connaître les éléments dont il a besoin et ce dont il va avoir envie. Et puis, il faut aussi, enfin, nous essayons de savoir pourquoi certains patients n'arrivent pas ou ne veulent pas, ne souhaitent pas se faire eux-mêmes une injection. Se faire soi-même l'injection, c'est quand même plus facile que d'attendre que l'infirmière vienne à des heures qui ne sont pas toujours constantes. C'est donc une contrainte importante. Ceci étant, nous rencontrons tout le temps des patients qui ne peuvent pas se faire l'injection, qui n'y arrivent pas. L'entourage n'y arrive pas non plus, mais ma foi, l'infirmière vient et puis fait l'injection. C'est peut-être pour les personnes vraiment âgées ou des personnes qui redoutent, qui ont peur de ce Pas geste, forcément. en fait. Pas forcément. Il y a des jeunes qui ont peur d'une injection. Alors, si on veut essayer de savoir, c'est peut-être parce que quand ils étaient petits, une injection d'un vaccin a été faite un peu brutalement, où on n'a pas expliqué, et ainsi de suite. Enfin, peu importe. Mais alors, nous essayons avec les différentes techniques comme le photolangage, d'essayer de savoir avec des images pourquoi l'un ou l'autre n'y arrive pas. Et puis, là, c'est tout l'intérêt d'être à plusieurs. C'est-à-dire quand plusieurs patients disent « Ah ben oui, moi aussi, au début, c'était pas si facile que ça. Et maintenant, ça va. » Ça, c'est une parole qui a du poids. Le poids de ceux qui ont vécu la même maladie est extrêmement important. Ce que nous pouvons dire, c'est certes intéressant, mais quand même, celui qui l'a vécu va trouver les mots et la façon de dire, et c'est là que le présentiel est important, la façon de dire et de le montrer, comment lui, il l'a vécu et comment finalement, il a réussi à faire quelque chose. Si je prenais un exemple, je dirais que c'est comme quand on conduit une voiture. Au début, on conduit une voiture, on a peur parce qu'on a peur d'avoir un accident, de mal faire, etc. Et puis, au bout d'un certain temps, à la limite, on sait tellement bien qu'on prend son téléphone et c'est là qu'on a un accident. Donc, tout ça peut éventuellement s'apprendre tout doucement. On n'est pas obligé de faire l'injection le premier jour, tout de suite, comme ça. On peut être aidé par des infirmières, les pharmaciens ont un rôle essentiel à jouer aussi là-dedans, et puis par les associations de patients et les pairs qui racontent comment eux aussi ont dû surmonter des difficultés. Le mari, l'époux, les enfants, un proche peut aider aussi à faire l'injection. Il n'est pas rare que dans l'entourage, il y ait un soignant qui va prendre en charge cette affaire et qui va rassurer le patient, ce qui est tout à fait essentiel. Donc, c'est aussi une façon de se libérer d'une contrainte et donc de mieux vivre sa maladie, apprendre à faire l'injection, apprendre à transporter les produits. Un certain nombre de produits nécessitent d'être transportés au froid et là, le pharmacien a un rôle essentiel à jouer en expliquant la chaîne du froid, le fait qu'on peut, pour certains produits, les sortir, mais pas les remettre au frigo, etc. Tout ça est extrêmement important et nécessite un dialogue constant avec le patient en fonction des progrès des différentes thérapeutiques. Nous avons maintenant certains produits qui sont en comprimé, d'autres restent en injectable. Voilà, tout ça nécessite une alliance thérapeutique, c'est-à-dire le fait que le patient prenne conscience de tout ce que nous pouvons lui apporter, de tout ce que peut lui apporter la société en lui montrant comment faire. Et encore une fois, c'est à plusieurs que nous pouvons aider à surmonter la difficulté, à faire en sorte que le patient vive sa vie et pas sa maladie. C'est ça, vivre sa vie, vivre avec son compagnon, avec son traitement qui est son compagnon. Est-ce qu'il y a des supports? Est-ce que vous proposez des supports pour pouvoir apprendre à bien prendre ces traitements? Tout à fait. L'industrie pharmaceutique a mis au point un certain nombre de flyers, c'est-à-dire de dépliants ou de modes d'emploi, voire pour certains des petites vidéos qui sont en général extrêmement bien faites parce qu'elles sont faites avec l'aide des associations de patients, c'est-à-dire de gens qui parlent de problèmes concrets et non pas
choses abstraites concernant des virus, des bactéries ou je ne sais quoi. Non, c'est concret, ça parle et c'est facilement applicable. Donc, nous utilisons beaucoup ce genre de matériel. Et maintenant, tout ça est disponible souvent sur Internet en faisant attention d'aller sur les sites sérieux, en particulier les associations de patients, de façon à avoir des informations qui soient validées et correctes. Le lien a été fait, Didier, en parlant, en évoquant, comme tu l'as fait aussi, le rôle de l'émission du pharmacien en concertation, en coopération. Et donc, je vais donner maintenant la parole à Jean-Michel Mrozowski, qui est président du CBAO et qui est pharmacien, et qui va nous donner sa vision de comment il va accompagner la patiente atteinte de polyarthrite rhumatoïde en pharmacie. À toi, Jean-Michel. Merci Françoise. J'avais quelques diapos à vous présenter. Donc la polyarthrite rhumatoïde et le pharmacien, une chose essentielle, c'est que le pharmacien il a plusieurs rôles. Il a le rôle de conseiller, bien évidemment, mais aussi détecter. Et je pense des rôles qu'on imagine moins, c'est celui d'orienter vers le médecin, bien évidemment, voire d'autoriser. Parce que quelquefois, des patients ont peut-être peur, sont une certaine timidité de dire oui, mais je ne vais pas pouvoir en parler au médecin. Est-ce que c'est bien raisonnable de pouvoir en parler au médecin? Et le pharmacien a cette capacité d'autorisation. D'autre part, nous l'avons vu avec le docteur Didier Poivret, eh bien aussi, il y a tout un rôle qui peut être à la fois un rôle singulier et dans un colloque singulier avec le patient, ou bien de l'accompagner dans le cadre d'une éducation thérapeutique du patient en groupe. Ce que l'on voit, alors j'aimerais bien parler de la détection, parce que je pense que c'est un élément essentiel dans ce cadre-là. Plus la pathologie va être prise tôt, plus le traitement sera efficace et les complications et les douleurs qui ont toujours beaucoup d'impact seront limitées. Parce que des personnes qui ne croient pas être malades et qui sursoient la demande médicale d'aller à la consultation vont souffrir beaucoup plus et il n'est pas nécessaire de souffrir tant. Donc, quand un pharmacien voit des achats fréquents d'analgésiques, plus particulièrement d'anaïnès, faiblement dosé, d'un gel, dont on voit que peu à peu il est récurrent, il y a un élément important qu'il faut prendre en compte. On a aussi des plaintes pour des sommeils insatisfaisants, des réveils douloureux, donc, et puis tout ce qui est en relation avec une douleur, des raidissements, et quelquefois des troubles associés, qui par exemple une sécheresse oculaire, la limitation des mouvements de la main, de l'appréhension, tous ces éléments qui font qu'en fin de compte, c'est un mal-vivre, un inconfort. Et puis, quelquefois, mais dans un deuxième temps, il peut y avoir aussi des insatisfactions ou d'une information contre l'inefficacité des traitements ou le sentiment de l'inefficacité des traitements. Alors, comment on peut faire et que doit faire un pharmacien? Un pharmacien, il est là juste pour analyser des points de vigilance, et on en a vu déjà quelques-uns, de pouvoir les détecter et d'en pouvoir en déterminer les niveaux et ainsi de pouvoir orienter vers le médecin quand ça lui paraît nécessaire en documentant bien évidemment cet élément. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Les points de vigilance, je vous en ai parlé. Déjà, une femme, effectivement, la pathologie est plutôt féminine et donc entre 40 et 50 ans, avec donc des demandes plus ou moins fréquentes à la pharmacie, donc des achats d'antalgiques, des douleurs articulaires, ce sentiment de devoir se déverrouiller le matin, les difficultés de préhension, et des articulations de doigts gonflées, bien évidemment, la fatigue dont on a parlé tout à l'heure de façon importante, et souvent c'est peut-être cette porte d'entrée, cette difficulté à vivre en fin de compte, et puis sécheresse oculaire, et bien sûr la durée des signes. Donc, un pharmacien aura tout à fait capacité à s'intéresser à tous ces éléments-là. Donc, parce qu'il faut éviter l'errance diagnostique, parce que c'est du temps perdu, c'est de la perte de chance. Dès lors,
Qu'est-ce qu'on doit détecter vraiment? Bon, c'est bien évidemment les antalgiques. On a vu une prise quotidienne qui essaie de traiter des crises. On essaie de faire comme on a vu qu'il y avait une méthode qui marchait pas trop mal, mais peu à peu, on s'aperçoit qu'elle est de moins en moins efficace. Donc là, le pharmacien doit donner le haut là et dire oui, mais maintenant, il faut que vous alliez consulter parce que ça devient très important. Les douleurs articulaires avec inflammation, voire déformation, des fatigues, l'inconfort visuel, et puis l'altération de l'état général. Je ne me sens pas bien. Et quand quelqu'un ne se sent pas bien et qu'il n'est pas allé consulter, mais je crois que c'est très important de pouvoir le faire. Je tiens à dire aussi que le dossier pharmaceutique et le fait de pouvoir injecter des informations de première main dans le dossier pharmaceutique va être utile à tous les acteurs de soins. Donc, n'hésitez pas, en tant que patient, à donner les informations nécessaires pour que le pharmacien puisse, par la carte vitale, documenter le dossier pharmaceutique. Et qu'est-ce qu'il y a pour soulager? Eh bien, la meilleure façon de soulager, c'est certainement d'amener vers la consultation, parce que de trouver la bonne solution, qui est une solution en règle générale médicale, et que la peur n'évite pas le danger. Donc, par contre, en attendant, on peut effectivement, dans le cadre, bien sûr, des recommandations nécessaires à un bon usage du médicament, utiliser peut-être les antalgiques, et se dire aussi que les gels anti-inflammatoires peuvent être toujours utiles, en ayant des limites, bien évidemment. Et puis, d'autre part, il y a aussi un élément essentiel, c'est les coussins chaud-froid, parce qu'ils peuvent avoir une activité antalgique majeure. Chaud plutôt quand on a une contraction musculaire, le froid plutôt quand on est dans des conditions qui sont des conditions plutôt inflammatoires. L'orthèse, on pourra en discuter, bien évidemment. Quelquefois, des orthèses peuvent tout à fait soulager et être antalgiques, mais il faut faire attention à ne pas trop les utiliser parce que la musculature est un point essentiel. Et puis, il y a tout ce qui peut être des petites choses qui peuvent majorer le confort et la qualité de vie et qui évitent, par exemple, la difficulté qu'on a à ouvrir un bocal, ne serait-ce que ça, et bien avoir la possibilité de ne pas mettre trop de force sur cet élément et faciliter l'appréhension et limiter les déformations. Voilà ce que on peut déjà faire en tant que pharmacien et surtout envoyer une information pertinente au médecin. Lui donner par exemple la consommation estimée d'antalgiques en qualité, en quantité. Et puis d'autre part, lui donner des informations sur l'évolution de la plainte, depuis quand la personne se plaint, qu'est-ce qu'on a pu constater comme par exemple l'inflammation ou le gonflement de certaines articulations, depuis quand. Je pense que ça peut être tout à fait utile pour un médecin. Donc, que conseiller à titre général? On en a parlé, les mesures hygiéno-diététiques, c'est-à-dire favoriser l'activité physique adaptée. Et autant faire se peut, il faut que l'activité physique soit agréable, ne soit pas un effort et que l'on n'en fasse pas trop. Trop d'activité physique n'est pas une bonne chose, il faut faire l'activité physique adaptée. Bien évidemment, on en a parlé aussi, c'est l'alimentation équilibrée, il n'y a pas d'interdit. Le pire, c'est de ne pas avoir une alimentation qui vous plaît ou dans laquelle vous vous sentez bien. Éviter tous les sports de préhension de force, de mobilisation, mais bien évidemment, on préférait peut-être la marche, la natation, parce que ce sont des sports beaucoup plus doux. Et puis, ce qui est très important, et peut-être que nous allons en parler, c'est tout ce que le pharmacien peut conseiller, mais attention, la chose fondamentale, c'est qu'il y a le traitement et puis il y a les complémentaires, les éléments complémentaires qui sont utiles, mais la chose fondamentale, c'est tout de même le traitement. Une dernière chose, c'est les points de vigilance thérapeutique. Dans tous les cas, et nous l'avons déjà dit, il y a le respect du bon usage des médicaments, bien évidemment. Et là, le pharmacien est normalement le spécialiste de la chose. Et le respect de la chaîne du froid. Certains médicaments doivent être utilisés stockés à une certaine température, aussi bien lors
du stockage que lors des déplacements. Et le pharmacien peut donner des conseils utiles, par exemple, lors des voyages. Attention aussi pour tous les traitements injectables, à bien faire attention à avoir des rotations du point d'injection, parce que sinon, si on injecte toujours dans les mêmes endroits, on risque d'avoir des problématiques qui sont des problématiques graves. Enfin, il y a le risque infectieux, c'est-à-dire que toute situation où un petit rhume ou sentiment, oui, j'ai un peu de fièvre, etc., doivent être pris avec beaucoup d'attention et beaucoup de rigueur parce qu'ils peuvent entraîner des suites plus ou moins graves. Donc, dès qu'il y a un risque infectieux potentiel, eh bien, il faut se retourner vers le médecin. Et enfin, il peut y avoir des pathologies paradoxales, donc tout trouble inhabituel doivent être pris en charge. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport au travail potentiel du pharmacien, qui est de détecter et d'accompagner en règle générale. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Oui, on voit que le rôle et les missions du pharmacien et de l'équipe officinale sont importants, sont larges, et on voit bien que même avant même le diagnostic, au premier signe de la maladie, alors que le diagnostic n'est pas posé, il y a quand même cette notion d'orientation. Après, une fois que le diagnostic est posé, le pharmacien, là aussi, on voit qu'il va avoir un rôle d'accompagnement quand il délivre les médicaments. Et justement, j'ai une question qui est très importante et qui revient fréquemment, et qui est comment rassurer la patiente, le patient, comment rassurer la patiente concernant justement ces médicaments. Il peut exister une peur des médicaments. Comment est-ce que, Jean-Michel, en tant que pharmacien, tu peux rassurer cette femme qui est atteinte de polyarthrite et qui va recevoir son traitement? La première des choses, c'est écouter, déjà. Écouter cette crainte qui sont quelquefois des craintes illégitimes, bien sûr que moi je peux considérer comme illégitime, mais qui suis-je pour considérer ce qui est légitime et pas illégitime, ou dire que c'est irrationnel ou rationnel? Mais ne serait-ce que déjà d'écouter la personne, ça permet de savoir déjà comment elle voit les choses, si d'un seul coup elle dramatise les choses, et peut-être qu'elle a des raisons de dramatiser. Je crois avoir entendu le docteur Didier Poivret parler de ses croyances, comment il imagine les choses, et en voyant son imaginaire par rapport à ça, et sans jugement, bien évidemment, parce que le jugement, c'est le meilleur moyen pour que l'écoute, il n'y ait plus d'écoute et qu'il n'y ait plus de capacité à obtenir de l'information, mais il s'agit un peu d'un accompagnement psychologique qui est nécessaire. Et je pense que aussi bien le pharmacien que le médecin, que toute personne qui soit en contact avec le patient peut faire cet élément. Et avec une chose aussi, c'est donner une information la plus rigoureuse possible pour dire, voilà, moi, voilà ce que je peux vous dire et ce qui est connu et ce qui est cadré, c'est-à-dire ce qui a des preuves. Après, moi, j'aimerais bien vous écouter par rapport à ce que vous en pensez, vous. Et moi, je n'ai pas à avoir un avis par rapport à ce que vous pensez. Vous avez un sentiment, et ce sentiment est tout à fait légitime, et je le prends comme tel. D'accord. Et justement, prenons l'exemple de l'initiation d'un traitement de fond dont a parlé le docteur Poivret, d'un traitement de fond dans la polyarthrite rhumatoïde chez cette femme. Et comment est-ce que le pharmacien procède la première fois, je dirais? Est-ce qu'il y a un entretien? Comment il procède pour pouvoir finalement remettre ce traitement? Et ça, je pense que c'est un point très important, c'est une étape clé pour la femme atteinte de polyarthrite. Alors déjà, essayer de savoir ce qui a été dit par cette histoire, parce qu'en fin de compte, la personne arrive au comptoir, mais elle a déjà une histoire. Elle a peut-être eu une éducation thérapeutique pour l'utilisation de son traitement, elle a peut-être une connaissance par rapport à cela. Il y a 3 questions intéressantes à se poser. Ce qu'elle fait, ce qu'elle sait et ce qu'elle ressent. Et une fois que je sais à peu près tout ça, je pense que je peux m'aventurer vers une réflexion
par rapport avec elle. D'autre part, il y a un élément essentiel, et le docteur Didier Poivret en a parlé, c'est qu'il y a tout ce qui est maintenant la communication moderne, c'est-à-dire des petits films qu'on peut voir sur Internet, des témoignages qui sont en relation avec le bon usage du traitement. Ce qu'il faut, nous, alors moi, ça me semble l'élément essentiel, c'est de donner du quotidien, c'est-à-dire de transformer quelque chose qui peut apparaître du domaine de l'intellectuel, du complexe, et le rendre plus simple, c'est-à-dire adapter le traitement au patient et non pas le patient au traitement. Et donc, dès lors, c'est lui donner plein de petites choses qui paraissent triviales, mais qui sont extrêmement importantes. Et la chose fondamentale, me semble-t-il, déjà expliquer qu'il y a une différence entre la température de stockage, entre 2 et 8 degrés, et la température d'utilisation, qui est différente, parce que s'injecter du produit froid, ce n'est pas très agréable, et ça peut entraîner aussi des réactions au point d'injection qui sont dans tous les cas désagréables, et ce n'est pas la peine de rajouter de la douleur à la douleur. Ah oui, tout à fait, c'est ça, c'est tout à fait intéressant et important évidemment pour pouvoir arriver à vivre mieux sa maladie, vivre mieux sa vie, plus exactement, et son traitement.